commence par la mise en place. Alors, je conseille revue technique automobile. Ne comprenez pas le bloc, c'est essentiel. Il va y avoir tous les coupes de serrage, les démontages. On peut être surpris des fois, comme des filetages inversés ou le reste. Moi, j'utilise des bacs de ce type pour ranger toute la visserie. L'avantage, c'est que si on le met par ordre chronologique, tac, 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 au remontage, on n'a plus qu'à prendre à l'inverse. Et c'est quand même plus facile que tout remettre en vrac. J'ai mis un petit bac en dessous pour venir récolter le reste d'huile et éviter d'en foutre de partout, avec le liquide de refroidissement aussi. Donc la première étape, avant de commencer à démonter, ça va être de venir dégripper toutes les vis qui vont poser problème. Donc typiquement, tout ce qui est monté sur le collecteur d'échappement, tout ce qui prend la chaleur en fait, généralement c'est complètement fossilisé par la rouille et il y a une chance sur deux pour que le goujon, donc qui vient maintenir la pièce sur la culasse, casse. Donc on va prendre les devants et on va commencer à arroser toutes les pièces. On aura le temps de démonter le reste, le temps que ça agisse. Faut mieux privilégier une huile de démontage que du WD-40, ce sera toujours un peu plus efficace. Ça c'est le disque d'embrayage, donc avec les garnitures dessus. C'est lui qui va venir frotter entre le volant moteur et le plateau de pression. Quand on dit qu'on a un embrayage mort, généralement ça ressemble à ça. On voit que la garniture, donc ce qui va venir frotter, est maintenue via des petits rivets qu'on voit ici, ici et tout le long. Et si on peut voir, ils sont brillants. C'est-à-dire que la garniture a tellement diminué que le rivet en fait a commencé à frotter. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'en général l'embrayage tire. Là en l'occurrence c'était pas le cas, donc je pense qu'on était peut-être pas trop loin à mon avis du point de patinage. Ensuite on a le plateau de pression, qui est en fait un gros ressort qui va venir maintenir le disque dessus. Et si on regarde sur la surface de frottement, il y a énormément de marques qu'on sent bien au doigt. Donc celui-là, pareil, on ne pourra pas le réutiliser. Ensuite on a le volant moteur. Là par contre on voit ici qu'il n'y a pas de traces, donc pas vraiment sensible au doigt. Donc je verrai, à mon avis on fera certainement une rectification dessus et à minima un bon nettoyage. On va commencer par démonter le cache-culbuteur. Sun up, sun down, I know now. Donc je vais commencer à me faire un petit peu de place. Je vais démonter les périphériques, donc l'alternateur qui est ici. Il va y avoir l'allumeur aussi. Le système de platine de filtre à huile avec le Calorstar, la pipe à eau. Je pense qu'on va pouvoir démonter aussi à mon avis la pompe à eau qui est juste ici. My dear, you'll be fine. It's all so clear. You're not mine. Alors je vais venir repérer les points pour venir caler la distribution. Donc là il y a une petite marque. Je vais mettre un petit coup de feutre jaune. On va la retrouver aussi sur la poulie qui est reliée au vilebrequin. Ici. Et la dernière marque, elle se situe sur la poulie de l'arbre à cam. C'est elle. Donc là je vais faire tourner le moteur dans son sens de rotation. Donc le but ça va être de venir aligner les points de calage de l'arbre à cam. Ça va être la position idéale pour pouvoir le retirer. C'est là où il y aura le moins de force dessus. Ça va éviter de l'abîmer. On voit que le premier point est aligné avec l'arbre intermédiaire. Et de l'autre côté, le marquage qu'on avait est sur le plan de joint du cache-culbuteur. On voit ici qu'il y a une clavette. Toujours une bonne idée de les enlever, parce qu'en général ça se perd. C'est minuscule. Et moi, par habitude, je range toujours les clavettes, toutes les petites pièces, les pions de centrage, dans la même boîte. Ça évite de les perdre. Pareil, il y a une clavette dessus, donc pensez à la retirer pour ne pas la perdre, si elle veut venir. Et ensuite, on va pouvoir venir démonter la tôle, le pignon aussi de la courroie de distrib, la flasque. Je vais voir ce qui me simplifie la vie. Let me tell you a story about a man. I have all the reasons to hate him. Bon, la vis est complètement bloquée. Je pense que ça a été collé à la loctite à mon avis. Donc je vais la chauffer et puis on va réessayer. But you know what? I love him. So I'll tell you. It goes like this. Et ensuite, collecteur d'échappement. Donc j'ai laissé bien camper tous les écrous dans du dégrippant. Et on va y aller doucement. On en a deux qui sont récalcitrants. Donc
On va essayer d'y aller progressivement. Donc là, on va venir retirer l'arbre à cam. Donc il est maintenu par des chapeaux par-dessus. Alors moi, là, généralement, la première chose que je fais, je vérifie qu'il y ait des numéros dessus. Parce que certains moteurs, c'est pas numéroté et on va venir pouvoir les interchanger, grosso modo, et ça va venir brider l'arbre à cam. Et après, c'est la casse assurée. Donc là, on voit qu'il y a marqué 2, 3, 4, 5. Et celui-là, de toute façon, on ne peut pas l'interchanger parce qu'il a une forme vraiment spécifique. Donc on va pouvoir le retirer. Donc le plus important là-dessus, c'est de dévisser à peu près au même niveau toutes les vis, de façon à ce qu'il se relève de façon progressive. S'il a tendance à se tordre, comme ça, à gauche ou à droite, on peut venir le fendre. C'est de la fonte, c'est plutôt fragile. Il y en a certains qui sont équipés d'une petite collerette ici, qui a tendance à se casser aussi. Donc on va faire attention à y aller progressivement, doucement, pas de clé à choc. Stop laughing, stop crying, stop doing nothing, stop trying. I hate you, don't leave me. Le premier truc qu'on va venir regarder, c'est l'état à l'intérieur du chapeau. Donc là-dessus, il y a un film d'huile qui va se créer via la pompe en montant, qui va venir graisser grosso modo l'arbre à cam et les paliers. Donc c'est acier, donc fonte en l'occurrence, contre aluminium. Donc ça s'use vite. Et vu que c'est la partie la plus haute du moteur et la dernière sur le circuit de lubrification, c'est généralement là qu'il y a des traces quand il y a des gros soucis. Alors on voit qu'ils sont un peu marqués. Si je peux en nettoyer un. C'est pas catastrophique. Il n'y a pas de marque non plus sur l'arbre à cam. Donc là, c'est plutôt bon signe. Concrètement, si les paliers sont trop marqués, la culasse est morte. On ne peut pas venir remplacer juste un palier. Ou alors ça nécessiterait des gros travaux d'usinage et c'est pas rentable vis-à-vis de la valeur de ce bloc. On verra peut-être après à la mesure ce que ça donne. Mais en tout cas, il n'y a pas de marque particulière sur l'arbre à cam. Quelquefois, on a un peu d'usure sur le sommet ici, sur le haut. Là, c'est pas le cas. Bon point. Étape suivante, on va venir démonter les poussoirs dits mécaniques. Il faut faire attention à l'ordre. Chaque poussoir correspond à un logement, de même que pour la pastille. Pour l'instant, on va conserver l'espace. Je vais utiliser un aimant. Pareil, on range dans l'ordre. On va falloir un outil un peu particulier. C'est une clé qui s'appelle CRV, la douille. Et on va venir dévisser toutes les vis de culasse. Et ça va être pareil que pour l'arbre à cam. On va falloir y aller progressivement. On ne veut pas que la culasse vienne se voiler par inadvertance. Même s'il faut quand même y aller. On va venir renverser l'huile qui reste. Le jaune culasse. Celui-là, on va bien le conserver en attendant le nouveau pour vérifier que tous les perçages sont similaires. Manière générale, c'est bien de garder les joints et de ne pas les jeter direct. Pareil pour la visserie. Vraiment attendre toute la fin du remontage du moteur pour être sûr. Alors, ce qui va être intéressant de regarder ici avant de tout démonter, c'est déjà voir l'usure du fût. On voit que le piston s'arrête par exemple ici. Et les segments qui viennent racler sur la paroi sont légèrement en bas. Et on le voit, je ne sais pas si c'est visible, mais sur la démarcation. En général, quand on sent une marche, c'est qu'il y a déjà une bonne ovalisation. Là, c'est pas le cas. Et on voit encore les stries de haunage, ce qui est une bonne chose. On verra ensuite à la métrologie ce que ça donne. On va venir vérifier s'il y a un marquage sur les chapeaux de bielle pour éviter de se tromper. Et généralement, elles sont souvent frappées avec une référence sur le côté. Ouais, je vois pas de marquage. Le risque qu'on peut avoir là-dessus, grosso modo, c'est quand on va venir retirer ce chapeau, ça va être de l'installer sur une autre bielle, par exemple, lors d'un nettoyage, ou même à l'envers. Je me prends toujours en repère 1, donc côté distribution. Ici, c'est le volant moteur. Et je vais venir faire une marque sur mon chapeau. Vu que les marquages sont pas très nets, on ne perd pas le sens. Bien du bon côté. Et on installe directement le chapeau pour pas se tromper. Là, le coussinet qui est bien abîmé. On voit qu'il y a des marques d'usure, c'est toutes les parties qu'on voit un peu brillantes. Donc concrètement, il y a bien eu un souci de manque d'huile. Mais ils sont pas assez usés pour expliquer le manque de pression. On voit qu'il y a quelques traces de fonctionnement ici. Mais rien de bien anormal. On a encore toutes les stries d'usinage en long. Pas l'air d'avoir de blocage de segment ou de marque. Pas de marque de soupape non plus. C'est plutôt bon signe. Grosse marque sur le piston. Il est mort. On va en profiter pour regarder les manetons.
donc là où vient frotter le coussinet. Et ils n'ont pas l'air marqués, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on va pouvoir sortir le vilebrequin. Donc pareil, on va attaquer par le milieu. Alors, est-ce qu'il y a des marquages? 3, 2. Et celui-là, à mon avis, on ne doit pas pouvoir l'interchanger. Dans le doute, on va le frapper. Alors, des fois, ils sont un peu chiants à retirer. Oula, ouais. Ils sont complètement morts. Des fois, pour les retirer, le plus simple, c'est d'utiliser les 2 vis comme ça. Voilà. Ah oui. Celui-là aussi est mort. Et autre chose qu'on découvre là-dessus, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des cales latérales. Donc, le rôle de ces cales sont de part et d'autre du vilebrequin, comme ça. Là, il y en a 4, on dirait. Et ça va être de limiter le mouvement latéral du vilebrequin. Toujours droit sur la table, sinon, je peux te faire un dessin. Et il va rester cet arbre intermédiaire qui lui aussi possède des coussinets. Donc il va me rester à démonter les soupapes. Avant, je vais remettre un petit coup de marteau avec un tube. Le but, c'est de, grosso modo, venir décoincer les demi-lunes qui sont là, qui ont tendance à coller avec les résidus d'huile et le temps. Donc on va venir placer l'outil sur la coupelle supérieure, venir rapprocher la deuxième partie. Ça va venir compresser le ressort. Donc là, on est côté distribution. Donc je mets D. Là, côté volant, V. Et on va pouvoir les mettre par famille. J'ai démonté toutes les soupapes. Et maintenant, on va pouvoir vérifier un peu l'état. Déjà, on peut regarder au niveau de la queue s'il y a des traces d'usure prononcées. En général, cette partie vient s'user ou le guide. Et là, même sans tester, si on vient rentrer la soupape dans son guide, donc là on est sur un échappement, c'est mort. Il y a un jeu énorme. Et j'ai même pas besoin de mesurer la soupape pour voir que c'est le guide. On peut venir ensuite regarder la portée, voir l'état. Ensuite, on va contrôler rapidement les soupapes d'admission, qui je pense doivent être en meilleur état. Ouais. Alors, je regarde ce qui est préconisé, mais je pense qu'il y a trop de jeu aussi. Il va falloir démonter aussi les portes injecteurs. Je pense que c'est une sorte de matière plastique, donc à mon avis je vais les laisser tremper dans du dégrippant pendant plusieurs jours. Il faudra retirer aussi ce qu'on appelle les joints de queue de soupape. J'ai eu un souci caméra lors du démontage des coussinets qui est au niveau des paliers de vilebrequin là. Donc je les ai ressortis et ils sont à peu près tous dans cet état, qui sont complètement explosés. On voit que là toutes les couches sont parties. Donc le gros souci de la pression d'huile vient d'ici. Là ce qu'on voit, c'est la pompe à huile. Bon, je l'ai démontée il y a un petit moment dès que j'avais eu les soucis de pression pour la contrôler. Bon, si on regarde sur les pignons, ceux-là, on voit qu'il y a quand même des bonnes marques. À mon avis, c'est ça. Un morceau de coussinet ou de cale latérale qui ont dû venir frotter dedans. Le fonctionnement, c'est une pompe plutôt classique. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est que sur les pompes à huile, il y a ce qu'on appelle un clapet de décharge. Si la pression est trop haute, il va venir s'ouvrir et rejeter la pression directement dans le circuit. Mais le souci, on va pas le voir, il est bien marqué au fond. Le clapet était légèrement entrouvert, donc je pense que ça expliquait aussi le problème de pression. Mais le plus gros problème, c'est que la crépine était complètement remplie de bouts de pâte à joint. Je pense que le carter, je l'avais vu, il a été recollé avec de la pâte et c'est venu le boucher. Donc maintenant, on va faire la métrologie, c'est-à-dire je vais venir mesurer le diamètre de ces fûts sur toute la longueur pour voir si on va pouvoir installer directement des pistons neufs ou s'il va falloir venir réaliser, c'est-à-dire augmenter le diamètre. Donc là, on a vu qu'au maximum, on était à une ovalisation de 3 centièmes par rapport à la cote de départ. Et la RTA propose un écart max de 4 centièmes. Donc on va être dans les clous. On va pouvoir réutiliser ces fûts sans les réaliser. Au vu de l'usure des coussinets, je vais venir vérifier toutes les bielles. Donc ça va être la même chose que pour les cylindres, je vais venir mesurer l'ovalité. Donc je les ai resserrées comme elles étaient montées sur le moteur. Je suis venu recalibrer mon alésomètre. On va faire la même chose, on va venir prendre plusieurs points de mesure pour essayer de voir l'ovalisation.
Donc là, celle-là, concrètement, elle est aux côtes. Donc maintenant, je vais venir mesurer les logements des coussinets de Vilebrequin. Donc je vais venir réinstaller les chapeaux. Je les ai tous serrés au couple. On va utiliser le même outil et on va venir mesurer donc l'alésage. Voir s'il n'y a pas d'ovalisation au vu de l'usure. Maintenant, je vais venir contrôler le Vilebrequin. Donc la première étape, ça va être de vérifier son voile, c'est-à-dire savoir s'il est tordu. Donc je l'ai mis sur des supports. J'ai installé un comparateur qui va venir mesurer le point le plus haut et le point le plus bas. On a 3 centièmes de voile, donc c'est, on va dire, plus que correct. Donc là, je suis arrivé un peu au bout de la première étape, donc il va rester encore un gros travail de nettoyage, encore un peu de contrôle, métrologie, avant de pouvoir attaquer les usinages, qui va rester, notamment au niveau de la culasse. Et ensuite, on va remontage du bloc. Une fois que c'est fini, boîte de vitesse, et après tout à l'intérieur, et on essaie de rouler avec. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.